Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. C'est parti pour l'actualité et les coulisses des Jeux Olympiques avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, le judo, bien sûr, les femmes à nouveau avec la grande championne française Clarisse Agbenienou qui entre en lice. Le triathlon, non, c'est encore reporté. La Seine, ça sent pas bon dans l'eau de la Seine. Et puis la cérémonie d'ouverture critiquée par Donald Trump et d'autres encore aujourd'hui. On va revenir à tout ça dans un instant. C'est les JO dans tous leurs états. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors Joseph, aujourd'hui, entrée en liste de celle qu'un des quotidiens national ce matin appelait la lionne et la mère déchaînée, parce qu'elle est mère de famille, c'est un Exactement. Jeu de mots, la mère déchaînée qui est Clarisse Agbenienou. Et on va en parler tout de suite parce qu'on va retrouver Clément Harion, notre envoyé spécial du côté de l'Arena Champ de Mars. Clément qui depuis ce matin est en ébullition parce que Clarisse Agbenienou a déjà combattu une fois. Exactement, comme toujours, une très belle ambiance dans ces Jeux Olympiques. L'Arena Champ de Mars et ses tatamis, un public venu nombreux à fond derrière les Français bien sûr. Les combats qui s'enchaînent, on n'a pas le temps de respirer ici. Un tatami à droite, un tatami à gauche, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et ce qui est impressionnant aussi, Joseph, c'est le nombre de journalistes présents dans la tribune presse. J'ai eu bien du mal à me trouver une place. Bon, vous en avez trouvé une, tant mieux. Parlez-nous de Clarisse. Parce que Clarisse Agbenienou, Clément Harion, elle a failli être sortie ce matin, ça a été très chaud. Elle a eu du mal ce matin contre l'Israélienne Gili Sharir, une victoire un petit peu dans la douleur pour la Française, mais ça passe. Elle affrontera Kathleen Quadros, la Brésilienne, en 8e de finale dans quelques minutes. Alors Clarisse, c'est clairement la star, c'est la star du jour, la Rennaise, 6 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe, championne olympique aux Jeux de Tokyo 2021 en individuel et par équipe. Elle veut évidemment conserver son titre, on va suivre ça évidemment. Bon, Clément Harion, vous allez rester toute l'après-midi. Ça va durer jusqu'à quelle heure ces éliminatoires aujourd'hui pour les femmes en judo à l'Arena Champ de Mars? Alors on a les éliminatoires qui s'enchaînent en fait jusqu'à 15h et ensuite place aux demi-finales à partir de 16h. Il y a un autre Français en lice et il faut en parler parce qu'il vient de mettre le feu à l'Arena Champ de Mars dans la catégorie moins de 81 kilos. C'est Alpha Oumar Diallo qui fait partie des outsiders de ces Jeux. Médaille de bronze au championnat d'Europe 2023. Il vient d'éliminer le 6e mondial Lazeri Zelim Tkaev en 16e de finale. Il est donc lui aussi qualifié pour les 8e de finale. Ça peut être la belle surprise du jour aussi du côté du judo. Merci Clément, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr sur Sud Radio. Alors Joseph, vous me disiez en préparant cette émission, Clarisse Agbenienou, c'est un peu le Teddy Riner chez les femmes, c'est une star avec la même aura. Oui exactement, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Frédéric Jossinet qui est vice-président de la fédération de judo. Elle a un palmarès qui est incroyable, Clément en parlait, 5 médailles sur 6 possibles, voilà, il manque plus que l'or pour le judo, donc elle devrait l'apporter. On va bien évidemment espérer qu'elle le fasse. Alors, parlons maintenant de la Seine. La baignade dans la Seine, c'est pas encore possible aujourd'hui. Triathlon reporté, Joseph. Ouais, malheureusement, l'épreuve masculine est reportée d'aujourd'hui, du coup, à demain. Ils l'ont appris à 4h du matin, d'ailleurs. Ils étaient debout déjà, les athlètes. Ils étaient debout, ils ont dû aller se recoucher et regérer aussi une journée où ils devaient participer à une épreuve olympique. Certains de nos 3 Français visent une médaille, donc c'est assez compliqué à gérer. Ça va être du coup demain, le même jour que l'épreuve féminine en raison d'une eau de la Seine qui est encore trop polluée. Et on va en parler avec Jean-Claude Oliva. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur de la coordination Eau-Île-de-France. On a quand même du mal à suivre. Elle devait être baignable. Et finalement, c'est quoi? C'est les dernières pluies qui l'ont rendue, on va dire, impraticable? Absolument. Le problème, c'est le mélange des eaux usées et des eaux de pluie. Dès qu'il y a des eaux de pluie en quantité, comme ça a été le cas la semaine dernière, ça fait gonfler la Seine via le réseau d'assainissement qui est très vite. C'est-à-dire les égouts en clair débordent un peu plus quand il pleut dans la Seine, quoi. En fait, plus directement. Tout à fait, c'est ça. Le problème, c'est le mélange des eaux de pluie et des eaux usées. Et voilà, donc ça conduit la pollution dans la Seine. En fait, ça va extrêmement vite. Ça va très vite. Alors la semaine dernière, il a quand même beaucoup plu, 16 mm entre vendredi et samedi, et donc du coup, après les jours suivants, il y a eu de mauvais résultats. Donc voilà.
La semaine précédente, encore il y a 8 jours, il y avait eu 2 mm et 2 mm le samedi. Ça avait suffi pour que le dimanche, les résultats d'analyse soient très mauvais sur le site olympique. Et Jean-Claude Oliva, demain, c'est à 8h l'épreuve féminine. Est-ce que vous êtes confiant pour qu'elle ait lieu ? Bah écoutez, je sais pas trop. Là, la météo annonce de nouveau des perturbations ce soir. Et s'il y a des orages ce soir et de l'eau ce soir sur Paris, ça va être compliqué. Voilà. Tout à fait. Ça va être compliqué parce que notamment, alors, il y a 2 types de bactéries. Il y a les Escherichia coli et il y a les entérocoques. Les entérocoques, la réaction est un peu plus longue, mais les Escherichia coli, ça peut remonter très très rapidement. Et on va quand même espérer que ça ait lieu. On rappelle, on a 3 chances de médaille chez les hommes. On en a une, Cassandre Beaugrand, chez les féminines. On va essayer de joindre Benjamin Maz, qui est directeur technique national du triathlon, pour savoir si ça va avoir lieu. Ça peut être reporté jusqu'à vendredi. On le rappelle, s'il y a un orage d'ampleur, Jean-Claude Oliva, est-ce que, en vue de vendredi, si par hasard ça s'arrête dans la foulée, on peut potentiellement espérer que ça ait lieu? On peut espérer, mais c'est très difficile à dire. Alors moi, je sais pas les résultats ici, sur le site de la ville de Paris. Mais d'ailleurs, c'est pas très clair. Ils communiquent pas vraiment très clairement sur la raison pour laquelle là c'est annulé, si je me trompe pas. Oui, mais là les derniers résultats qu'on a, ils datent du 23 juillet. Vous voyez, ça fait une semaine, et là depuis, il n'y a aucun résultat qui n'a été publié. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile de voir aussi à quelle hauteur, par exemple, c'était hier ou même aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est déterminant. Pour bien comprendre. Ouais. Pardon, Jean-Claude Oliva, je vous coupe, mais pour bien comprendre, vous qui êtes à la coordination des réseaux d'eau de la région Île-de-France, en combien de temps ça déborde au fond, dès qu'il pleut un peu trop, mais en combien de temps ça s'assainit à nouveau, et il faut combien de temps pour récupérer une sorte d'équilibre entre les eaux usées qui viennent des égouts et puis l'eau qui est retraitée, et que la Seine finalement retrouve une certaine clarté plus que symbolique, qu'on voit à l'œil, mais aussi qu'on mesure avec les biologistes. Oui. Alors bon, moi je suis pas un technicien. La coordination Île-de-France, c'est une association citoyenne, donc qui s'intéresse à tous les sujets liés à l'eau. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez, il y a des grands bassins qui ont été construits à Austerlitz, et aussi dans le département du Val-de-Marne, et que ces bassins se remplissent effectivement avec de l'eau usée et avec de l'eau de pluie en cas d'orage. Mais une fois qu'ils sont remplis, il faut le temps qu'ils se revident. Et donc, ils ne jouent plus immédiatement leur rôle. C'est ça le problème auquel on est confronté. Oui. Mais moi, je suis incapable de vous donner des temps. Il faudrait vraiment voir les techniciens qui ont construit ces bassins et qui les font fonctionner. Merci Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination eau de l'Île-de-France, de ces informations et de ces éléments d'information et de réflexion sur la situation de l'eau de la Seine, qui n'est plus en capacité de se baigner. On peut plus se baigner dans la Seine avec en effet ces débordements de ces eaux usées. On y reviendra un petit peu plus tard. On essaye de joindre le directeur technique national du triathlon, qui a pris la décision finalement pour l'instant de le reporter avec le CIO, Benjamin Maz, et on y arrivera peut-être tout à l'heure. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors il fait beau, on décroche beaucoup de médailles, les Bleus en tout cas, 16 médailles, c'est du jamais vu aussi rapidement et c'est formidable. Il y a un grand enthousiasme national, il fait beau, il fait chaud dans tout le pays, et en même temps il y a eu la pluie qui a poussé les égouts à déborder dans la Seine, et donc la Seine n'est pas baignable aujourd'hui. Le triathlon a été annulé, et là on a du nouveau, après avoir eu Jean-Claude Oliva, le coordinateur des services techniques liés à l'eau en Île-de-France. Là on a le côté sportif avec le directeur technique national du triathlon, Benjamin Maz, que vous avez réussi à joindre, Joseph. Ah, exactement. Bonjour Benjamin Maz. Bonjour. Bon, on imagine que c'est pas forcément très facile à gérer quand même pour nos sportifs. On rappelle, en l'occurrence chez les hommes, que Bergère, Coninx et Lecor visent une médaille. Comment ils le gèrent un petit peu ce côté-là? Il y a eu la déception dans l'accueil de l'information. Maintenant, on est surtout en mode rebond, c'est-à-dire résilience, et vraiment projeté sur l'épreuve de demain. On a un triathlon à faire demain à 10h45. Les aléas météo, ça fait partie des sports d'extérieur, de pleine nature. Donc le triathlon, et on sait que
c'était quelque chose qui pouvait arriver. C'est déjà arrivé à ce point-là pour vous sur d'autres endroits dans le monde, hein, parce que les triathlètes peuvent se baigner dans des fleuves urbains, hein, mais à ce point-là, c'est déjà arrivé. Mais en fait, je crois que ce qui est aussi remarquable, c'est le niveau d'exigence qu'on a d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a déjà eu des triathlons dans des conditions sanitaires franchement beaucoup plus dégradées que celles qu'on ne courra pas du coup ce jour. Et ça leur fait pas peur aux triathlètes? Non, puisqu'on a eu clairement pire. Aujourd'hui, on est très content aussi qu'on préserve leur santé, leur intégrité physique. Donc ça c'est un point important. Puis il y a quand même eu des investissements assez colossaux sur les éléments d'ordre structurel, des usines de traitement de l'eau, ce bassin du côté d'Austerlitz. Ça n'empêche que quand il y a des précipitations très fortes comme on a eu sur la cérémonie d'ouverture, c'était l'équivalent de 2 semaines de précipitations. Ça a forcément un impact sur la qualité de l'eau et fort à parier qu'avec la superbe météo qu'on a eue ces derniers jours et notamment aujourd'hui, que demain matin ça devrait, sauf s'il y a des orages. Et est-ce que on imagine que vous discutez directement avec les autorités, est-ce qu'on vous rassure de ce côté-là? Oui, ce matin, on a eu une réunion avec le comité d'organisation et la Fédération internationale de triathlon, des propos très rassurants avec des éléments objectifs parce que on a besoin aussi de faits matériels là-dessus. On aura le retour comme il est d'habitude sur les triathlons le matin même de l'épreuve vers 3h30, 4h, un groupe d'experts se réunissent pour pouvoir prendre la décision et on est convaincus, on est plein d'espoir sur le fait que demain matin à 4h du matin, on aura la confirmation que on offrira le plus beau des spectacles, le triathlon olympique, toutes celles et ceux qui le regarderont à la télévision ou même sur le terrain. On vous y invite en tout cas parce que on va le suivre. Mais Benjamin Naz, vous êtes directeur technique national du triathlon. Moi, j'écoute ce que dit Joseph Ruiz et il disait tout à l'heure, les athlètes se sont levés à 4h du matin quand même. Alors je veux bien que vous soyez dans la résilience, mais ça doit être super dur tout d'un coup d'être réveillé puis finalement on vous dit non, ce sera pas pour ce matin, il faut que tu reportes à demain. C'est un choc, non? Oui, non, pas vraiment, parce que ça fait quelques jours qu'on se lève à cette heure-là. On a les entraînements pour se préparer à cette épreuve. On a un triathlon à 8h, donc la routine. Donc ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, ça fait partie du jeu, et sincèrement, ça n'empêche pas d'avoir des grands sourires. Et puis là, tout à l'heure, une fois qu'ils avaient pu refaire une deuxième nuit, quand je les ai revus au petit déjeuner vers 9h, 9h30, je n'avais que des sourires sur le visage parce que ils sont passés à autre chose en fait. Merci d'avoir été avec nous. Chance de médaille, Thierry, que ce soit Bergère, Coninx ou Le Corps, et c'est vraiment le haut du panier du triathlon mondial, et ils peuvent viser tous les 3 une médaille, et même du côté de Cassandre Beaugrand chez les féminines aussi, le triathlon est une vraie chance de médaille. Redonnez-nous les noms des vraies chances de médaille, Joseph. Bergère, Coninx et Le Corps, et aussi Beaugrand chez les féminines. Et leur entraîneur, leur directeur technique national du triathlon, Benjamin Naz, qui était avec nous en direct. On change de sujet et on va tout de suite revenir sur les critiques, Joseph, qui sont assez massives, qui sont internationales, contre la cérémonie d'ouverture. On va le faire avec Quentin Gérard. Des polémiques autour de la représentation supposée, puisque ça a été démenti par Thomas Joly, mais de la scène CENE, pendant la cérémonie d'ouverture. L'ex-président américain, il va de sa critique à son tour. Oui, Donald Trump était sur la chaîne de télévision américaine Fox News hier. Il a dit avoir trouvé que la cérémonie était une honte. Ils peuvent faire certaines choses, dit-il, en parlant de la représentation de la scène, mais j'ai trouvé ça terrible. Et voici ensuite sa réponse quand la journaliste lui demande s'il est élu président en novembre, s'il aura assez d'influence pour que les organisateurs des JO 2028 aux États-Unis n'insultent pas les chrétiens. Nous n'aurons pas de scène comme ils l'ont dépeint l'autre soir. Je pense simplement que je suis pour tout le monde. Vous comprenez? Vous me connaissez mieux que la plupart des gens. Je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Même son de cloche pour Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien. Ouvrir les JO en insultant des milliards de chrétiens à travers le monde a vraiment été un très mauvais début. C'est sordide, a-t-il écrit sur X. C'est son analyse, le vice-premier ministre italien. Et de son côté, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, lui a interprété cette cérémonie d'ouverture comme la faiblesse et la désintégration de l'Occident. Mais Quentin, il y a quand même des chrétiens qui sont un peu plus mesurés sur la polémique sur la scène. Oui, c'est notamment le cas de François-Xavier Bustillo, cardinal et évêque d'Ajaccio. Il explique sur France Bleu comprendre que certains chrétiens ont pu se sentir offensés, mais l'évêque insiste sur l'importance de comprendre l'intention artistique. J'ai écouté l'auteur, dit-il, il ne pensait pas à la scène de Léonard de Vinci, mais à une scène mythologique, celle de Dionysos. Il termine en appelant à l'unité. Avec ces Olympiades, nous ne sommes pas là pour les polémiques, mais pour un moment fort symbolique. On doit laisser de côté toutes nos
tensions politiques et autres. Et on doit essayer de mettre en valeur ce qui unit les peuples. Et puis à noter qu'après les organisateurs, c'est Philippe Catherine qui s'est excusé sur CNN. Philippe Catherine, le chanteur, le gros Dionysos en bleu. Je trouve qu'il plaît aux Chinois. Sachez-le, il fait un tabac en Chine. C'est le côté grassouillet du personnage au cœur de cette séquence. Vous l'avez dit, tout en bleu, à moitié nu, entouré de drag queens. J'ai été élevé dans la religion chrétienne, a-t-il dit. Et ce qu'il y a de plus beau dans cette religion, c'est le pardon. Donc je demande pardon si j'ai offensé. On ne sait pas si c'est de l'ironie ou si c'est réel, mais on va le prendre au premier degré. Exactement. Philippe Catherine demande aux chrétiens de l'excuser s'il les a offensés. Par contre, Thierry, c'est toujours pas clair parce que quand on voit des participants qui disent eux-mêmes et qui s'excusent, qui disent voilà, c'était aussi la scène, on n'est toujours pas sûr de quelle était la représentation exacte. Dionysos, ça nous amène peut-être à aller visiter le musée des Beaux-Arts de Dijon, dans lequel un des grands tableaux qui représente les bacchanales des dieux de l'Olympe et de Dionysos notamment est représenté. Allez à Dijon, très beau musée des Beaux-Arts de Dijon. On se retrouve tout de suite après la pub. Ce sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bientôt 12h30 et vous le savez, ici dans les JO dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz, tous les jours nous essayons de vous apporter le maximum d'informations sur le déroulement des Jeux Olympiques bien sûr et leurs coulisses. Et on va revenir d'abord aux résultats, les informations sportives avec Jules Boscherini pour évoquer dans ce journal des sports des Jeux Olympiques le chauvinisme et la vasque olympique, Jules. Et on va revenir juste avant sur du coup les Français du jour, où on en est dans les résultats. Jules a quelques épreuves ce matin et notamment Clarisse Agbenienou. Absolument, elle entamait la défense de ses 2 titres acquis à Tokyo en 2021, engagée dans la catégorie des moins de 63 kilos. La judokate s'est péniblement qualifiée pour les 8e de finale face à Gili Sharir. L'Israélienne lui a résisté jusqu'au golden score qui a duré 2 minutes 58, mais la championne olympique en titre a réussi à obtenir un Waza Hari. La réaction du public au moment de sa qualification sur les antennes d'Eurosport. Ouais, ça passe là, voilà, c'est fini. C'est fini avec cette action-là. Avec cette Sotoguerib, si elle se jette sur le dos. Alors là, l'entraîneur dit non, parce qu'il estime que c'est elle qui a voulu se jeter. Mais Clarisse se décale et elle plaque. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Ouais, c'était chaud, mais ça passe, Jules. Il y avait aussi de la natation avec un autre champion olympique. Ouais, pas de repos pour Léon Marchand, sacré il y a 2 jours sur le 400 mètres 4 nages. Le Français disputait les séries du 200 mètres papillon un peu plus tôt dans la matinée. Alors, quel résultat ? Et c'est une qualification en demi-finale. Le nageur de 22 ans a terminé 2e de sa série, juste derrière l'Italien Alberto Razzetti. Il disputera également une autre course aujourd'hui dans le bassin de la Défense Arena, la série du 200 mètres brasse. Alors, les autres chances de médaille pour les Bleus aujourd'hui, Jules ? Toujours en natation, il y a 2 Françaises engagées en finale du 100 mètres d'eau, Beryl Gastaldeyo et Emma Terebo, ainsi que David Aubry en 800 mètres nage libre, ou encore en épée par équipe chez les femmes, avec la vice-championne olympique en individuel, Oriane Malo-Breton. Et il y a aussi un coup de gueule hier d'un député francilien sur le traitement des JO par les médias. Oui, tout à fait. C'est Arnaud Saint-Martin, député LFI de Seine-et-Marne, qui accuse le service public d'avoir une couverture chauviniste pénible des JO. L'élu francilien explique notamment... de dire que c'est les Bleus gagnent. Ah oui, c'est pénible de dire que ça va bien. Il explique notamment dans une publication sur X avoir un mal fou à s'enthousiasmer pour ces Jeux Olympiques, avec en prime un petit tacle bien placé, comme pas mal de monde. Moi, je voudrais l'emmener, par exemple, vous voyez, du côté de la place Voltaire, dans le 11e arrondissement. J'étais sur une fan zone hier soir. Je peux vous dire qu'on était de gauche, de droite, du centre, en haut, d'en bas. Ça marchait très bien, Jules. Et justement, c'est ce que nous lui avons demandé. On écoute sa réaction. Ce cadrage, il est réducteur, et c'est pas être anti-français que de dire ça. C'est une culture internationaliste des Jeux que j'aimerais soit davantage partagée. Et la réflexion que j'avais, c'était simplement sur le temps d'antenne consacré aux commentaires des seuls faits et gestes performance des athlètes français. Je trouve que c'est quand même une amputation de ce que pourrait être un spectacle populaire, partagé, universel et fédérateur. Arnaud Saint-Martin, député LFI de Seine-et-Marne. Et donc c'est une prise de position qui a vu le député LR du territoire de Belfort lui décerner la médaille d'or du tweet idiot de ces Olympiades. Dans l'une de ses réponses à ses détracteurs, Arnaud Saint-Martin a toutefois conclu « Vive le sport populaire néanmoins ».
Et on termine avec la vasque olympique qui fait beaucoup parler d'elle. Ouais, elle est située aux Tuileries et rencontre un véritable succès populaire, à tel point qu'il est question de la conserver à l'issue des Jeux de Paris. C'est en tout cas le souhait de nombreux habitants de la capitale, d'Anne Hidalgo, et même de son concepteur Mathieu Lehanner, qui a déclaré dans les colonnes de Ouest France: il s'est passé quelque chose de magique avec cette vasque. Ah oui, à ce point-là. Oui, pour vous faire une idée, les 100 000 places gratuites n'ont pas mis longtemps à trouver preneur, faisant même cracher le site de la billetterie. La vasque pourrait donc suivre le même chemin que la Tour Eiffel, qui devait être démontée après l'exposition universelle de 1889, mais finalement devenue le symbole éternel de Paris. Eh bien, on va la suivre, cette vasque, et on va s'assurer de constater si oui ou non elle reste bien après les Jeux dans le ciel de Paris. Merci Jules Boscherini pour ce journal de l'actualité des résultats des Jeux Olympiques. On vous retrouve demain à la même heure, à 12h30, dans les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. On va parler d'un sujet tabou, Joseph. Tabou parce que ça existe, mais on n'aime pas trop en parler. C'est la dépression, notamment quand il y a la pression considérable des Jeux, la dépression chez les athlètes. Et oui, on va en parler avec Loïc Chetou, qui est un ancien coureur cycliste professionnel. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Bon alors, merci beaucoup d'avoir patienté à l'antenne. On sait que vous avez connu ce haut niveau. Vous avez notamment participé à 2 Tours d'Espagne en tant que cycliste professionnel. Alors dites-nous, est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce qu'il y a encore une omerta autour des burn-out, et notamment qu'a connu par exemple la gymnaste olympique Simone Biles ? Écoutez, oui, je pense que ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. On voit maintenant depuis quelques années, enfin moi j'ai vu sur la fin de ma carrière, j'ai été beaucoup accompagné par des préparateurs mentaux, et ça évolue petit à petit, mais je pense que le chemin est encore long, et il faut que ça rentre dans les mœurs. Il faut qu'on comprenne enfin aujourd'hui que le sport, c'est pas que le physique, c'est aussi le mental, et c'est pas le mental du dur au mal, c'est aussi le mental, que tout va bien dans sa vie, tout va bien à côté, pour pouvoir aller travailler efficacement et faire des performances, les plus belles performances possibles, quoi. Autour de vous, quand vous dites en tant qu'ancien sportif professionnel que vous aussi vous pouvez être finalement un peu fragile, comment est-ce que c'est reçu ? Est-ce qu'on vous méprise un petit peu ? Est-ce qu'on en rigole ? Ou est-ce qu'on le comprend ? Je sais pas si on le comprend, on n'en rigole pas forcément, mais je pense qu'on le comprend pas forcément non plus. À mon avis, il faut y avoir été confronté. Alors moi, je l'ai vécu personnellement sur une fin de carrière où c'était assez compliqué, et où j'ai été bien accompagné, heureusement. Mais c'est vrai que l'entourage, lui, ne le voit pas forcément. On se dit t'es dans le feu des projecteurs, t'as des belles performances, on comprend pas pourquoi ça va pas. Ça va pas parce qu'en fait c'est compliqué à gérer toute cette pression. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que la pression est difficile à gérer, et elle est pas forcément comprise par les gens à l'extérieur qui n'ont pas vécu les choses, peuvent pas forcément les comprendre. Mais Loïc Chetou, quand on voit des noms comme Camille Lacour, un grand de la natation française, qui reconnaît qu'à un moment donné, il a perdu pied, et il l'a raconté, beaucoup d'athlètes encore n'osent pas le dire. C'est si important que ça comme phénomène dans le monde du très haut niveau sportif ? Mais moi, je pense que oui, parce que le sport, c'est avant tout être le meilleur. Et être le meilleur, c'est ne pas avoir de faiblesse. Et le problème, c'est que quand on met le doigt sur ses faiblesses, autour de nous, on nous voit beaucoup moins invincibles qu'on ne l'est. Donc, des Camille Lacour qui ont survolé la natation un temps, on le voyait aussi indétrônable. Non, il a des failles. Et le fait de pas en parler, c'est ça. C'est que après, ça a été aussi un peu mon éducation à ne pas montrer ses faiblesses pour justement être le meilleur en permanence, et devoir montrer en permanence qu'on est bon, et voilà, et qu'il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, je pense que de parler de ces faiblesses, du coup, ça peut entraîner cette perte de confiance de l'entourage, cette perte de confiance des entraîneurs ou autres. Et c'est pour ça qu'il faut que ce public, entraîneur, le public en général, soit averti sur ces questions-là. Et d'ailleurs, Camille Lacour, on le rappelle, quintuple champion du monde, il avait perdu pied en 2012, au moment où il rate de peu le podium olympique au JO de Londres, et sa 4e place avait été un énorme échec. Il y avait eu un documentaire d'ailleurs sur Prime Video qu'on vous conseille, qui s'appelle Strong, aussi fort que fragile, et il avait évoqué sa dépression. Il en était revenu sur le plateau d'RTL. On l'écoute. Quand on est en carrière, c'est compliqué d'en parler, donc évidemment c'est quelque chose qu'on met de côté. Et puis alors je suis pas sûr que ce soit quelque chose de tabou. On a utilisé le mot tabou, mais en tout cas
cas, c'est quelque chose de nouveau qu'on en parle. Peut-être que le sport commence à être professionnel aussi maintenant. À l'époque, il l'était pas forcément. Donc, les retours étaient moins, les retours à la vie normale étaient peut-être moins difficiles. Là, c'est vrai que ça faisait 15 ans que moi, je comptais les carreaux. Pour parler vulgairement de la natation, mais ma vie était tournée vers la natation. Ma philosophie de vie n'était que nager et essayer de performer. Et quand on sort de là, ou quand on vit un échec, c'est très difficile de se relever. Donc voilà, il faut essayer d'aussi alimenter la personne et pas que le sportif. Camille Lacour, du coup, quintuple champion du monde. Il y a d'autres sportifs français qui ont été touchés. Le surfeur Jérémy Flores, la skieuse Perrine Lafont et le handballeur Valentin Porte. Loïc Chetou, ancien cycliste professionnel, est-ce que vous-même, vous y avez déjà été confronté ou vous avez eu à la Cofidis, votre équipe, des coéquipiers qui ont été durement touchés et comment est-ce que vous l'avez géré ? Des coéquipiers durement touchés, non. Moi, je l'ai vécu, mais sans jamais trop en parler. Parce que forcément, encore une fois, faut pas montrer ses faiblesses et on était dans un collectif où justement le premier qui a des faiblesses, il saute et il va pas aller sur telle course, pas aller sur telle course. Donc du coup, on n'en parle pas, on fait que reculer, mais c'est reculer pour mieux sauter. Donc moi, je l'ai vécu en fin de carrière après, je l'ai frôlé grandement en carrière. Et je l'ai vécu un peu en fin de carrière où on rentre à la maison et on redevient plus personne. Alors d'un côté, moi, ça m'a arrangé parce que j'aimais beaucoup ce côté d'anonymat et de ne plus avoir la pression du sport. Mais d'un autre, ça fait bizarre dans sa vie sociale parce que on est défini par ce code. On est défini en tant que sportif depuis notre plus jeune âge. Enfin moi depuis mes 14 ans. Donc du jour au lendemain, on devient un monsieur tout le monde. Alors même si on n'a pas eu un champion, ça craque comme pas, monsieur tout le monde. Voilà, un champion, ça n'a pas le droit de craquer. Un champion, c'est censé être une référence et c'est censé être un modèle. Donc, vous le disiez tout à l'heure de Simone Biles. Simone Biles, ouais, l'américaine, où j'ai regardé son reportage sur Netflix et c'est vrai qu'elle le définit super bien, où elle était au top, où tout le monde attendait après elle, et le jour où elle a décidé à Tokyo de dire que non, j'y arrive pas, et on l'a redescendu plus bactère et les gens ne comprenaient pas parce que c'était censé être la référence et voilà, la meilleure. Donc pourquoi avoir des faiblesses alors qu'on est la meilleure? Ça arrive à tout le monde. Il y a Naomi Osaka, notamment la tenniswoman qui avait gagné Roland Garros, qui avait annoncé être en dépression après son titre, et finalement elle avait reçu quand même pas mal de pression sociale, et finalement est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société ne reconnaît pas la souffrance des sportifs, parce que on peut dire certains sportifs aussi ont finalement la vie rêvée, Loïc Chetou? La vie rêvée sur le papier, la vie rêvée à travers les réseaux sociaux, la vie rêvée à travers tout ça. Mais c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, les interviews, c'est pas, voilà. Donc les gens, c'est un peu le revers de la médaille. Les gens, ils ont que l'extérieur. Alors oui, c'est beau, il y a les sponsors, il y a de l'argent, il y a la médiatisation. Mais quand on rentre chez soi le soir, on revient à la vie normale comme tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. On a 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Ouais. Donc on a aussi le droit d'avoir nos faiblesses. Après, je pense que voilà, on met aussi une couverture sur tout ça en se disant j'ai pas le droit d'être mal alors que je suis au top. Ouais. Je suis au top physiquement, je suis au top dans les médias, ma famille m'idolâtre, les gens m'idolâtrent. J'ai pas le droit d'être mal alors qu'il y a des gens dans le monde qui sont vraiment eux dans le mal et qui ont pas des vies faciles. Mais vous savez les auditeurs, le spectateur, les gens qui viennent vous encourager, en fait les gens le savent, on le sait, et on sait que vous êtes des humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très heureux de pouvoir venir vous supporter, les Bleus et tous les athlètes, parce qu'on sait à quel point ça a demandé un effort considérable. Et donc on espère que vous allez rester tous au top. Et on vous remercie, Loïc Chetou, ancien coureur cycliste professionnel, d'avoir été là pour nous parler vrai au fond sur ce tabou qui est la pression avec ses conséquences, la pression psychologique sur les athlètes. Alors il y a un personnage, Joseph, ce matin, qui a une pression, et on a vu d'ailleurs, elle est passée pas loin, c'est Clarisse Agbenienou, qui est la Teddy Riner femme du judo français, qui est une femme remarquable, considérable, mais qui a failli craquer ce matin d'ailleurs. Elle est passée effectivement au golden score après plus de 2 minutes. C'est quoi le golden score? Il faut le rappeler à ceux qui connaissent pas. C'est quand effectivement il y a égalité, et qu'il y a 0-0 ou match nul, en tout cas à la fin du temps réglementaire, il y a un golden score chez les judokas. Le premier qui marque un point sur une prise ou des cartons accumulés, voilà, remporte le combat. Mais on va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît encore mieux que moi, c'est Frédéric Jossier.
Jossinet, médaillé d'argent olympique, vice-président de la Fédération française de judo. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous me prenez en plein match de Clarisse Agbenienou, puisqu'elle est au deuxième tour contre la brésilienne Quadros. En plus, je suis à la fan zone du judo. Incroyable, c'est pour ça qu'il y a une ambiance incroyable. Donc, il y a une ambiance de malade ici. C'est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de supporters. En fait, il y a juste la famille du judo. Donc, et comment ça se passe pour Clarisse alors? Comment ça se passe, Frédéric Jossinet, pour Clarisse là? Bah écoutez, donc là, je suis en train d'écouter les commentaires de Frédéric Lecanu et Lucie Descosses sur Eurosport. Je suis moi-même consultante sur Eurosport, sauf aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'on a la chance de vous avoir. Exactement. Et écoutez, il y a une petite minute de passé. Quadros, la brésilienne, c'est, on va dire, pas extraordinaire, mais elle a du métier. Elle est sur le circuit depuis très très longtemps. C'est une fille qui a été performante et médaillée de bronze à Rio, mais en moins de 57 kilos. Donc voilà, c'est largement, évidemment, comme toutes les autres, j'allais vous dire, à la portée de Clarisse. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Clarisse, elle croise bien, elle est appliquée. Voilà, elle a la pression, mais elle sait gérer. Il y a une ambiance un peu différente. On va pas vous prendre plus d'une minute, et je sais que vous accueillez aussi les sportifs juste à la sortie des combats. Frédéric Jossinet, vous êtes au plus près. 5 médailles sur 6 possibles en judo. Voilà, Chirine Boukli, Luca Merete, Amandine Buchard, Sarah Léonie Sizik et Johan Benjamin Gaba ont tous pris des médailles. Il manque l'or. Est-ce que vous sentez une ambiance différente pour Clarisse Agbenienou aujourd'hui? Peut-être pas une ambiance différente, mais des attentes différentes, oui. C'est normal, elle est championne olympique en titre en individuel. Elle a aussi le titre par équipe à Tokyo. Elle est chez elle. Elle est... on va pas revenir sur sur son histoire, mais incroyable, elle a sa fille Athéna, 2 ans, qui est avec elle. Exactement, elle est en mission aujourd'hui. Voilà, on est tous évidemment, tous et toutes derrière elle, et on va la porter déjà jusqu'à la finale, et puis une fois qu'elle sera en finale, elle ira chez elle. Oui, merci Frédéric Jossinet. On sent quand même que évidemment, les Français sont là et supportent, enfin en tout cas le public supporte les Bleus dans le judo, mais c'est déjà une belle performance. Dernière question, très court, mais Frédéric Jossinet, vous êtes médaillé d'argent olympique, vice-présidente de la Fédération française de judo. On vous retrouvera. On me dit que la liaison a été coupée, c'est normal. On est en pleine épreuve. C'était formidable d'avoir ce commentaire en direct par Frédéric Jossinet du match en ce moment face à la brésilienne de Clarisse Agbenienou. On va passer à la pub et on se retrouve tout de suite pour la suite des JO dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et parmi les coulisses de l'organisation de ces Jeux Olympiques, il y a aussi l'impact sur le reste du territoire national. Il n'y a pas que Paris et la région parisienne, il y a l'impact aussi de ce qu'exigeait pour la sécurité l'organisation des JO à Paris en Ile-de-France. Vous savez que beaucoup de policiers nationaux ont été rappelés de leur positionnement en province pour qu'ils montent sur la capitale, et ça a un impact sur la sécurité en province et la sécurité des plages, Joseph. Et on a appelé du coup 2 maires qui sont maires de villes qui ont de grandes plages, donc pendant l'été, qui ont des villes qui grossissent énormément. Laurent Perrondé, maire de Lacanau, 66 000 habitants en Gironde habituellement, ça passe à 100 000 l'été. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, 15 000 habitants pendant l'année, 90 000 pendant l'été. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va déjà faire un point, essayer de comprendre. Laurent Perrondé, est-ce que vous avez un impact direct ou indirect des JO sur votre ville ? Bah oui, parce qu'il a fallu recruter les postes de CRS qui n'ont pas été pourvus cette année, donc à peu près 55 sauteurs CRS sur la côte girondine, donc 5 sur la commune de Lacanau, sur la plage urbaine et sur la plage centrale, donc c'était une vraie difficulté. Mais finalement, on avait quand même anticipé ces problématiques, et dans le cadre de la présidence du syndicat, on a recruté 300 sauveteurs pour la Gironde et on avait 400 candidats, donc c'est plutôt une belle chose. Par contre, c'est vrai que sur la plage urbaine, on n'a pas ces pouvoirs de police et ce poste de police, donc ça nous met parfois en difficulté pour faire appliquer la loi et les arrêtés municipaux. Alors, vous avez 300 en tout en Gironde. Sur Lacanau, vous en aviez combien des CRS, et comment est-ce que vous les avez remplacés concrètement ?
Alors on en avait 5 CRS qui pilotaient le poste de police et le poste de sauvetage à la plage centrale. Donc ça c'était important puisque c'est la plage qui est la plus proche de Bordeaux où tous les transports et toute la mobilité arrivent. Donc cette plage-là est très fréquentée par des habitants, par des pratiquants de la plage au quotidien. Donc il a fallu remplacer ces 5 sauveteurs CRS, mais on avait déjà l'expérience, en particulier sur les chefs de poste et les adjoints, puisque nos postes sont ouverts depuis Pâques jusqu'à la Toussaint. Donc on avait déjà les personnels disponibles, mais il a fallu recruter pour toute la Gironde des sauveteurs qui remplacent les CRS, et en particulier dans des communes où ils avaient l'habitude d'avoir que des postes qui étaient pilotés par des CRS. Alors, vous en aviez 10 de votre côté en temps normal, Jean-François Hérigoyen. Là aujourd'hui vous en avez 0, comme Laurent Perrondet du côté de Lacanau. Comment est-ce que vous avez fait pour les remplacer, et surtout le budget qui est du coup alloué à ces remplacements, est-ce que c'est vous qui le payez directement? Et alors Jean-François Hérigoyen, je précise que vous êtes maire de Saint-Jean-de-Luz. On est descendu un peu plus bas le long de l'Atlantique, vers les Pyrénées-Atlantiques, après avoir vu la situation avec Laurent Perrondet, qui lui est maire de Lacanau. Donc Bordeaux, on descend jusque dans le Pays Basque avec vous, Jean-François Hérigoyen. Oui, mais moi c'est un peu comme mon collègue de Lacanau, donc on avait anticipé. Alors on regrette énormément donc de ne pas avoir de CRS, surtout voilà, puisque nos jeunes MNS sont formés au secours, au sauvetage. Les maîtres nageurs sauveteurs. Voilà, mais ils n'ont pas ce pouvoir de police, et je crois que nous, sur la grande plage, c'est la plage du centre-ville, la plage la plus fréquentée, le fait d'avoir ces CRS les autres années nous donne un pouvoir de police et une tranquillité qui est un peu plus compliquée à maintenir sans les CRS. Mais c'est quoi quelle est la délinquance autour des plages l'été? Oh, vous savez, il y a toujours avec l'attrait du monde, il y a toujours un peu de pickpocket, et même lorsque les jeunes interviennent pour donner des recommandations à certaines personnes, je pense que c'est plus facile car le chef de poste et CRS, comme on dit, lorsqu'on voit du bleu, on est beaucoup plus respectueux qu'envers un jeune. Mais alors du coup, est-ce que vous avez depuis le début de l'été un peu plus de difficultés à faire respecter l'ordre? Non, pour le moment, ça se passe bien. On a renforcé nos équipes de police municipale, donc qui là aussi, ça leur permet d'être plus présents en bordure de mer. Et si besoin, sont appelés par radio, par les MS. Et le budget, du coup, pour remplacer, pour avoir un dispositif différent? Mais le budget, c'est entre 40 et 50 000 euros de plus, donc bien sûr à la charge de la ville, puisque on n'est pas aidé par les services de l'État. On retourne à Lacanau, Monsieur Perrondet, le maire de Lacanau. Vous avez beaucoup de problèmes de délinquance et notamment de stupéfiants, d'alcool, de drogue en ce moment, plus que les années précédentes? Alors non, c'est plus difficile d'intervenir et puis de pouvoir verbaliser puisque nos sauveteurs n'ont pas de pouvoir de police. Mais c'est vrai que pour faire appliquer des arrêtés municipaux déjà sur les zones réglementées, par exemple l'interdiction des chiens sur la plage, on a des difficultés à les faire appliquer parce que les sauveteurs ne sont pas écoutés. L'interdiction de la cigarette aussi, uniquement sur la plage centrale, puisque sur les autres plages on a la possibilité de fumer. Mais sur la plage centrale, on a des interdictions de fumer. C'est bien difficile pour les sauveteurs de faire appliquer cette réglementation. Du côté de Saint-Jean-de-Luz, c'est environ 50 000 euros à la charge de la commune. De votre côté, c'est à peu près le même budget? On est entre 35 et 40 000 euros de dépenses supplémentaires. Et ça, du coup, vous avez dû effectivement l'ajouter. Alors maintenant, la question qui se pose un peu, parce que quand on discute avec notamment les services de police, c'est ils se disent si vous êtes capable aussi pendant un an de gérer un peu tout seul, il y a possibilité que l'année prochaine vous n'ayez pas de CRS. C'est surtout, on se rappellera toujours des attentats de Nice, malheureusement. Quand on a des villes qui montent de 6 000 ou 15 000 pour Saint-Jean à 100 000 habitants, doutez bien qu'on a besoin de ces pouvoirs de police. On ne peut pas abandonner les plages, on ne laisse pas des stades sans surveillance, on ne laisse pas des plages sans surveillance. Nous, on est prêts, on est très très heureux d'accueillir tout ce monde-là dans nos communes pour qu'ils profitent des activités balnéaires. Maintenant, si l'État nous abandonne, on va pas fermer, on va pas mettre des barrières. Donc ces gens-là, il faut les gérer. On a absolument, au moins sur le poste de police qui représente la plage urbaine, d'avoir cette possibilité d'intervenir et de verbaliser et de faire de la police sur la plage. Mais on ne peut pas laisser des plages où il y a 30 000 personnes sans surveillance. Thierry. Oui, parce que je me demandais, en vous écoutant, messieurs, Laurent Perrondet, maire de Lacanau, Jean-François Hérigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz, je me demandais, au fond, quelle était la réalité de la présence des touristes cet été. Ça, c'est les chiffres théoriques, la multiplication chaque année. Mais est-ce que vraiment le public est là, les touristes sont là, la météo est bonne? Quelle est l'ambiance en ce moment chez vous?
Alors, si mon collègue veut commencer, oui. Ça a été un peu difficile puisqu'on n'a pas eu de très très beaux week-ends et on était particulièrement arrosé en ce début de saison. Je pense que la conjoncture aussi et le climat politique ont pas arrangé les choses avec la dissolution et on a eu pas mal d'annulations. On a eu les réservations coup de cœur finalement ne se sont pas faites sur le début de saison. Aujourd'hui on est complet et la saison se passe merveilleusement bien. Sauf que ce début de saison il a été impacté. Impacté aussi par un phénomène quand il n'y a pas de confiance, on ne dépense pas. Moi j'ai écouté une petite analyse d'un de vos confrères il y a quelques jours de ça où finalement c'est le livret A, les assurances vie qui en profitent parce que les gens dans on met de côté dans le bas de laine. Oui, mais c'est bien ça. sûr. Donc on a autant de clients. Moi j'ai une visibilité avec une grande surface qui me donne les chiffres. Ils ont plus de clients par exemple vendredi et samedi dernier, mais le ticket moyen est inférieur et on va plus manger 2 fois au resto par semaine, mais plutôt 1 fois. Allez, Jean-François Hérigoyen, est-ce que de votre côté on consomme du côté de Saint-Jean-de-Luz? Que vous disent les commerçants? Non, c'est un peu le même cas qu'à la Cano. Donc bon, il y a eu la problématique du début de saison, du fait du temps, de la politique aussi, puisque bon, ces élections, on peut perturber les choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Saint-Jean-de-Luz, je vais pas dire qu'on a fait le plein, mais quasiment, mais on sent bien que le pouvoir d'achat n'est pas là. Les gens fréquentent beaucoup moins les restaurants, les campings sont pleins, les hôtels sont pleins, mais voilà, on sent vraiment qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat. Est-ce que là, on sent bien que l'actualité, elle est tournée vers les Jeux Olympiques. Certains se plaignent d'ailleurs de pas être si enthousiastes que ça à l'idée des JO, que les villes hors Paris sont un peu mises de côté. Jean-François Hérigoyen, est-ce que vous vous sentez enthousiaste pour les Jeux Olympiques? Comment ça réagit chez vous tous les deux? Est-ce que le public est là et finalement il y a des fan zones, des cafés qui ouvrent avec des écrans? Quelle est l'ambiance? Alors, nous, on n'a pas créé de fan zone, puisque comme vous le savez déjà, on a moins de services de sécurité. C'est plus compliqué. On va pas se permettre faut pas la tenter. Tout est lié, on aurait bien voulu, mais bon, voilà. Aujourd'hui, mais après, les gens sont enthousiastes pour les JO. Oui, je sens que, moi, je vois dans les cafés, dans certains bars qui ont multiplié les écrans, la fréquentation est là. Ouais, donc ça marche. Monsieur Perronnet à la Cano. Oui, les commerçants s'en chargent, il y a des écrans partout, mais on est tous français, on était tous un peu ronchons, et on a été tous séduits et convaincus par la cérémonie d'ouverture, et puis on se prend tous les jours à regarder les résultats, et ce qui se passe est tout à fait extraordinaire, donc finalement, en fait, les Jeux Olympiques n'arrivaient peut-être pas à arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais finalement, apportent quelque chose de bon, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est réjouissant. Voilà, ça a redonné la banane à tout le monde et ce que l'on vit à travers ces jeux, moi je pense que c'est unique. On s'y était peut-être pas préparé et je pense que on avait d'autres sujets qui nous captaient, en particulier la politique nationale. Mais ce qu'on a vu lors de la cérémonie d'ouverture et l'engouement qu'il peut y avoir et ces athlètes merveilleux qui ont le sourire, je pense que j'espère que ce sera communicatif et qu'on va arrêter de râler en permanence. On a un pays merveilleux, on peut faire beaucoup de choses, mais le français est quand même assez spécial. Effectivement. Avec Joseph Ruiz, on était ravi de vous avoir tous les deux, le maire de la Cano, Laurent Perrondet, le maire de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Hérigoyen. On vous souhaite un très bel été à vous et à tous vos hôtes qui viennent de partout pour profiter de l'Atlantique chez vous. Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de Sud Radio, d'avoir été en direct sur notre antenne. Je remercie Jamel Abdellah qui a réalisé l'émission ce matin, Amélie Béguin et Joseph Ruiz pour ce 10-13 avec notamment les JO dans tous leurs états, et on se retrouve demain à 10h, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Très bel été à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.